Il est 13 heures, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le district autonome d'Abidjan dispose désormais d'une brigade de lutte contre le désordre urbain, forte de 295 éléments issus des polices municipales des 13 communes. Cette brigade vient d'être officiellement mise en mission par le Premier ministre Robert Begré-Mambé au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au district autonome d'Abidjan. Elle devra lutter contre le désordre. On en parle dans cette édition. L'accès des populations aux services financiers a été amélioré de 72% en 2023 grâce à la stratégie régionale d'inclusion financière adoptée par l'Union économique monétaire ouest-africaine. Comment la porter à au moins 87%? Cette interrogation a suscité une concertation ici à Abidjan. On en parle également dans cette édition. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, course à la Maison-Blanche, la vice-présidente démocrate Kamala Harris a déclaré hier lundi disposer du soutien de nombre suffisant de délégués démocrates pour être la candidate du parti pour l'élection présidentielle. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Des voies publiques illégalement occupées, des marchands qui commercent avec leurs clients entre les voitures, des charrettes communément appelées route-row qui se disputent les voies principales avec les automobilistes. Tout ceci devrait s'arrêter. Une brigade a été officiellement mise en mission pour mettre fin à cette anarchie. Elle a été mise en mission par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. On suit ensemble ce reportage de Franck Quadio. Voici la brigade à charge de la lutte contre le désordre urbain dans les 13 communes du district d'Abidjan. Leur mission, la traque de l'occupation anarchique de l'espace public, l'affichage fantaisiste, la mendicité, les fumoirs, les charrettes à bras appelées Wotro, entre autres. Ils sont présentés officiellement ce jour aux populations en présence du chef du gouvernement. Les 13 maires du district, donc regroupés au sein du cadre permanent de concertation mise en place, ont adopté à l'unanimité lors de sa 12e réunion, le 16 avril 2024, réunion qui s'est tenue à la mairie de Port-Boué, Monsieur le Premier ministre, la création d'une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. La brigade est composée de 295 agents, issus pour partie de la police du district et pour l'autre des polices municipales des 13 communes du district. Elle est dirigée par un officier de police en exercice qui sera assisté d'un adjoint. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Sécurité insiste sur la pertinence de la création de cette unité au service du citoyen. La mise en place d'une brigade de lutte contre les désordres urbains est une initiative dont la portée est évidente, car elle vise à donner un visage plus agréable à notre capitale économique, capitale qui doit être digne dans tous les sens du terme. Cette brigade qui se met en place aujourd'hui, nous en sommes convaincus, sera le partenaire privilégié des forces de défense et de sécurité. 295 agents de l'ordre urbain. La réussite de leur mission est conditionnée par le soutien populaire. Cela est noté par le Premier ministre à charge aussi du cadre de vie. Le président de la République, à travers le plan national de développement 2021-2025, fait de l'amélioration des conditions de vie des populations sa priorité. C'est pourquoi, en un mot, chaque jour, les chantiers avancent. Chaque semaine, le pays progresse et se renforce. Ces efforts en matière d'investissement dans tous les domaines doivent être accompagnés d'un investissement humain. Je suis donc convaincu, Monsieur le ministre-gouverneur, que la problématique de la lutte contre le désordre urbain que vous portez comme une priorité absolue, indispensable pour améliorer le bien-être des populations du district autonome d'Abidjan, et tirer le meilleur profit des énormes investissements en cours, sera porté par la population avec les efforts d'explication, l'approche inclusive et le maintien du dialogue avec les populations que vous avez commencé. La présentation officielle faite, la brigade de lutte contre le désordre urbain peut se mettre à la tâche. L'agenda est simple, faire du district d'Abidjan un havre de tranquillité en zone urbaine.
Un reportage signé Franck Quadio. Et dans le fil de l'actualité nationale, cette cérémonie qui nous conduit à la place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan, où le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné-Birahima Ouattara, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a procédé au baptême de la 48e promotion des sous-officiers de la gendarmerie. Notons que cette promotion porte désormais le nom du colonel Djiri Kadjili André. Notons que le ministre Téné-Birahima Ouattara a invité les officiers et sous-officiers à la discipline et à la rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. On parle à présent de la 24e session du rendez-vous des douanes, cadre d'échange mis sur pied par la Direction générale de la douane. Cette direction veut offrir à la Côte d'Ivoire une administration douanière 2.0, le tout autour d'une stratégie dénommée cadre de conformité volontaire. Que renferme cette vision? Les explications de Dangui Dangui. Avec ces 5 piliers, et notamment des prestations de services dédiés, une base de données de référence de connaissance de la clientèle et un cadre de sanctions détaillé et différencié, le cadre de conformité volontaire est une mutation de la Direction générale des douanes vers une douane 2.0, selon des experts. De quoi susciter beaucoup d'espoir chez des opérateurs économiques venus participer à cette 24e session de les rendez-vous des douanes. Ce que nous espérons vivement gagner, c'est la célérité dans les déclarations douanières. C'est éviter de commettre des erreurs. Et c'est bien sûr cette relation de confiance que nous espérons créer également avec la Direction générale des douanes. Ce qu'on peut y gagner, effectivement, c'est une relation améliorée avec la douane, une plus grande transparence, une plus grande confiance. En adoptant le cadre de conformité volontaire, la Direction générale des douanes veut construire la qualité de l'écosystème transfrontalier et construire la compétitivité économique de la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'administration des douanes, elle gagnera essentiellement la connaissance de ses clients, qui est fondamentale pour pouvoir apporter des services qui leur sont dédiés et de façon à pouvoir mieux servir pour accroître les capacités et la qualité donc, de ce partenariat, de cette confiance qui est absolument indispensable pour établir un écosystème, un passage à la frontière, un climat d'affaires le plus favorable et le plus positif possible. L'administration des douanes est engagée dans un processus d'amélioration continue. Et pour nous, c'est toujours l'occasion pour nous d'offrir des prestations de services de qualité à nos opérateurs économiques qui sont nos clients et d'être proches de ces opérateurs économiques. Alors ce projet s'inscrit dans le cadre justement de cette approche-là. Le cadre de conformité volontaire est un modèle de gestion de la relation aux usagers basé sur l'approche clientèle et fondé sur plusieurs facteurs, notamment une analyse de risque, un barème de sanctions qui désormais inclut l'incitation et l'accompagnement à la conformité volontaire des entreprises. Et deuxième titre de ce journal, l'accès des populations aux services financiers a été amélioré de 72% en 2023 grâce à la stratégie régionale d'inclusion financière adoptée par l'Union économique monétaire ouest-africaine en 2016. Alors question, comment la porter à au moins 87%? Cette interrogation a suscité une concertation ici à Abidjan. Le point de cette réunion avec Lanciné Bakayoko. 4 ans après sa mise en œuvre, la stratégie régionale d'inclusion financière a enregistré des résultats probants articulés autour d'une demi-dizaine d'axes stratégiques. La promotion d'un cadre légal, réglementaire et une supervision efficace. L'assainissement et le renforcement du secteur de la microfinance. La promotion des innovations favorables à l'inclusion financière des populations exclues. 80% des activités de la feuille de route ont été engagées et plusieurs chantiers planifiés. Ces avancées se traduisent aussi par l'orientation positive des indicateurs de mesure de l'inclusion financière sous l'effet combiné des innovations et d'une réglementation davantage favorable à l'accès des populations aux services financiers. Le taux d'inclusion financière est passé de 41% en 2017 à 51% en 2021. Ce taux d'inclusion financière est en cours d'actualisation pour prendre en compte les avancées obtenues depuis 2021. En outre, les services financiers se sont de plus en plus rapprochés des populations en lien avec l'expansion du nombre de points de service de monnaie électronique. Néanmoins, l'évolution de l'environnement socio-économique expose à de nouveaux risques qu'il faut prévenir. Il s'agira, entre autres, de renforcer les actions prenant en compte les analyses basées sur le genre, en s'appuyant sur les obstacles spécifiques auxquels font face les femmes pour accéder aux services financiers.
En 2023, le taux de bancarisation strict, d'utilisation des services de microfinance et des services électroniques s'établissent respectivement à 31%, 12% et 81%, pour aboutir à un taux d'inclusion financière de 87%. Chiffre de la BCEAO. Reportage de Lanciné Bakayoko, notant également que la 7e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat s'est ouvert et notre reporter Juliette Roya a suivi l'ouverture de cette 7e édition. On suit ensemble son reportage. Il faut entreprendre pour gagner en autonomie et ainsi travailler à son propre compte. C'est ce que recommande, notamment aux jeunes, le Salon africain de l'entrepreneuriat. À ce jour, après 7 ans, le Salon africain de l'entrepreneuriat a réussi à former près de 7422 jeunes et incuber 423 entreprises qui aujourd'hui contribuent au tissu économique local. L'entrepreneuriat est donc un moyen de faire baisser le chômage en Afrique. Plus de 30 000 jeunes entrepreneurs. C'est chaque jour, vous savez, il y a déjà une émulation parce que comme on a le cadre institutionnel, nous avons aussi quelques fonds qu'on a mis en place. Par exemple, nous avons un fonds minier pour les générations futures. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'engage à créer un environnement propice au développement du secteur privé et des PME en particulier. L'État a mis en place la société de garantie des crédits aux PME qui permet de pouvoir également fournir un ensemble de garanties pour permettre aux entrepreneurs d'avoir des ressources. Il n'y a pas seulement que cela, il y a également aussi des financements alternatifs, notamment les business angels, le capital risque, tous ces instruments, le gouvernement à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie essaie de développer ces instruments pour offrir aux entrepreneurs la possibilité de trouver les ressources pour financer leur projet, soit initial, soit le développement du fonds de roulement, soit également la phase de croissance. Au menu de la 7e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat, des formations gratuites, panels, rencontres B2B et autres signatures de partenariat. Voilà, le Salon africain de l'entrepreneuriat ouvert, vous êtes invités à y faire un tour. Le Rotary Club Abidjan-Biétry et ses activités, on en parle également dans cette édition 13h avec la 3e réunion statutaire de l'association qui a eu lieu autour du thème suivant, la magie du Rotary, thème du mandat 2024-2025 du Club Service. Les objectifs de ce Club Service ont été abordés au cours de cette réunion. Ismaël Evrardéo et Godfrey Okambawa nous en parlent. Troisième réunion statutaire du Rotary Club Abidjan-Biétry, district 9101. Il s'est agi à cette rencontre de tabler sur les missions et devoirs de ce club service. Nous nous sommes fixés sur 3 ou 4 axes qui sont l'éducation nationale, la santé, aussi l'eau potable, la lutte contre la polio et contre le paludisme. Nous aurons encore plusieurs conférences statutaires sur d'autres domaines qui font partie des 7 axes stratégiques du Rotary. Pour cette session, le thème du mandat 2024-2025 de l'année rotaricienne, la magie du Rotary, a fait l'objet de réflexions. Les Rotariens sont des personnes qui découvrent des problèmes quelque part dans nos communautés, qui vont chercher les solutions, de sorte que ces personnes-là, parfois qui vivent dans le besoin, puissent aussi avoir le minimum pour vivre et sourire. Donc, le Rotary contribue à transformer nos sociétés, à faire en sorte que chacun puisse avoir le minimum pour vivre et vivre dans les meilleures conditions possibles. C'est ça la magie du Rotary. Fort d'une vingtaine de membres, le Rotary Club Abidjan-Biétry est en place depuis 1992. Il fait partie du district 9101 qui compte en son sein 10 pays africains. Madame, monsieur, perdre son compagnon, son époux et voir son monde s'écrouler en une fraction de seconde, c'est hélas le quotidien de plusieurs femmes qui, devant cette triste réalité, doivent faire preuve de résilience, se relever et avancer. Ce courage affiché par les veuves, une ONG dénommée ONG Minoge a décidé de le mettre en lumière au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la veuve, une journée qui a été célébrée ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon. Reportage, Ismaël Evrardéo et Ange Ago Devisoyo. Elles jouent le rôle de père et mère à la fois. Ces femmes célèbrent la journée internationale des droits de la veuve. Je demande à ceux qui soutenent les veuves là, ils n'ont qu'à penser à nous pour nous aider. Comme ça, on va avoir la force, on va s'occuper de nos enfants. Quand on perd nos maris, la famille ne veut pas nous donner le bien de nos maris. On en souffre beaucoup. S'ils peuvent nous libérer, nous donner le droit qui nous revient. Une célébration à mettre à l'actif de l'ONG Minoge. Objectif, mettre en lumière ces mamans trop souvent laissées pour compte. Nous voulons
simplement faire connaître les droits, les difficultés de la veuve, ce que les veuves traversent et ce qu'on peut faire pour elles pour que leur joie soit parfaite. Puisque les élections approchent, nous avons amené les mamans pendant 2 jours de séminaire à prier pour la paix véritable. Invité spécial, le révérend Dr Dion Robert exhorte ses veuves à demeurer dans la résilience. Elles sont dans le plan de Dieu et Dieu prendra soin d'elles. Et le peuple ne les oublie pas aussi. La nation, le pays ne les oublie pas. Les églises ne les oublient pas. Donc qu'elles prennent courage et qu'elles ne se sentent jamais isolées parce que Dieu est avec elles. Clou de la cérémonie, la remise de prix à ces acteurs qui contribuent au soutien des veuves. En Côte d'Ivoire, la Journée internationale des droits de la veuve est à sa 12e édition. Une tradition que l'ONG Minoge entend perpétuer. Des veuves, des mères, des femmes déterminées à en découdre avec les difficultés de la vie pour assurer leur autonomisation financière. Dans le village de Modeste à Grand-Bassum, une boulangerie spécialisée dans la fabrication du pain traditionnel a été construite par l'Amicale des femmes du développement de Modeste. Pour sa construction, l'Amicale a bénéficié d'un soutien financier de 5 millions de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Les émissaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire étaient récemment dans le village pour s'imprégner de l'avancement des activités de cette boulangerie. Serge Pakomdidi et Jean-Marc Djadji. La construction de cette boulangerie, spécialisée dans la fabrication de pain traditionnel d'origine ghanéenne, appelé communément pain sucré, a bénéficié d'un fonds de soutien de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Construite en 2005 et livrée en 2006, cette réalisation fait partie d'un programme américain d'aide à des activités génératrices de revenus. Une dizaine d'années après, les bénéficiaires, l'Amicale de développement des femmes de Modeste à Grand-Bassam, témoignent de leur reconnaissance. On a appelé l'ambassade de venir voir. C'est bon, les femmes sont contentes. Certaines femmes travaillent dedans, on les paye. Les autres aussi viennent prendre le pain pour aller vendre. Elles ont un peu de bénéfices pour nourrir les familles. Un travail d'arrache-pied, la diaspora dans son ensemble est prête à soutenir ces dames-là et faire en sorte qu'elles puissent continuer à évoluer. Ce projet s'inscrit dans le sens de l'autonomisation de la femme, ce qui justifie amplement le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de plusieurs autres entités. C'est une excellente initiative que de voir cet ouvrage qui promeut l'autonomisation de la femme. Toutes ces braves dames ont pensé mettre en valeur nos produits locaux. Cela nous réjouit vivement. Bientôt 20 ans que ce projet existe, il continue d'avoir un impact dans la vie des femmes de cette communauté. C'est un programme qui a été initié ou qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis les années 80 et qui fournit des petites subventions à des organisations. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, dont le soutien s'estime à 5 millions de francs CFA, salue l'engagement de cette amicale née en 2000 et qui compte en son sein 200 membres. Commerce inter-État en vue de travailler à la levée des obstacles à la fluidité des transports sur le corridor San Pedro-Bundiali-Ninguni au Mali. Une mission de sensibilisation de l'Observatoire de la fluidité des transports a été initiée depuis San Pedro. Elle s'est donc achevée au Mali. Notons qu'elle devrait contribuer à la facilitation des échanges commerciaux inter-État. Les détails avec Léon Bro. L'Observatoire de la fluidité des transports OFT à Daloa, région du Haut-Sassandra, une mission en prélude à l'aménagement des routes pour faciliter les échanges commerciaux inter-États, principalement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Aux côtés de l'OFT, la Géroute, organe d'exécution du projet routier du corridor San Pedro-Bundiali-Ninguni, sont proscrits aux forces de l'ordre, au corps préfectoral et aux acteurs du transport, les surcharges à l'origine de la dégradation des routes. Objectif, amélioration de la circulation des personnes et des biens du port de San Pedro au pays de l'Interland. Après nos investigations sur le corridor qui part de Bamako, Zantiebougou-Bundiali jusqu'à San Pedro, nous avons constaté en fait 2 obstacles majeurs à la fluidité et à la continuité des transports, dont la multiplicité des barrages routiers et l'état de dégradation de la route. Il était important pour l'OFT de réunir les acteurs pour trouver des voies et moyens
réellement pour lever ces obstacles. À l'étape de Daloa, autorités locales marquent leur adhésion à la caravane de sensibilisation, invitant forces de l'ordre et acteurs du transport au respect des règles. Je voudrais réitérer l'appel à l'endroit de tous les transporteurs de se mettre en règle, de se faire accompagner par la direction régionale du transport à l'effet de leur permettre d'avoir tous les documents nécessaires pour que l'objectif de la sécurité routière soit atteint. Intitulé PR8, c'est-à-dire Programme routier 8, le corridor San Pedro Bundiali-Nguni s'inscrit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et du transit routier inter-État, programme adopté par les chefs d'État de la CEDEAO en 2003. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, du service civique, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a développé et mis en œuvre une série de formations de causeries éducatives à l'endroit de 1600 jeunes âgés de 12 à 16 ans à Kong, Soubré, Touba. À travers un concours de plaidoyer, les meilleurs groupes de jeunes se sont prononcés sur des questions en rapport avec les grossesses en milieu scolaire, l'engagement citoyen et la déscolarisation. Soro Corona. Faire des jeunes des acteurs de développement et de changement de comportement pour leur implication dans la résolution de plusieurs fléaux, notamment la scolarisation de la petite fille, les grossesses en cours de scolarité, la déscolarisation et les droits des adolescents. C'est l'objectif du programme Plaidoyer Jeunes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Initier des plaidoyers, lesquels plaidoyers devraient être portés devant les autorités, que ces autorités-là puissent en tenir compte dans les prises de décision pour contribuer, bien entendu, à l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes. Dans les localités de Congo, Soubré et Touba, les meilleurs groupes de jeunes ont présenté leurs plaidoyers devant les autorités. J'ai beaucoup appris mes droits. Combien de fois je peux m'engager, combien de fois je peux intervenir devant les autorités, combien de fois je peux plaider pour pouvoir soutenir un thème ou défendre un thème pour aboutir à un changement parfait. Ils ont eux-mêmes mis les doigts sur leurs problèmes, mais aussi ils ont situé nos responsabilités dans le problème. Et nous appartient, à travers ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de nous dire. Ils nous ont dit cela aujourd'hui et nous allons prendre nos responsabilités. Le programme Plaidoyer Jeunes a permis à 1000 jeunes et adolescents de maîtriser les techniques de prise de parole en public, de l'engagement communautaire. Ils auront pour mission de démultiplier la formation reçue aux autres jeunes du pays. Le programme Plaidoyer Jeunes est conduit par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique à l'endroit des jeunes âgés de 12 à 16 ans. Et regardons ensemble cette ambiance particulière qui a prévalu le week-end dernier au CAFOP supérieur de Bondoukou. Les populations ont assisté à la sortie de la 8e promotion des élèves maîtres de cet établissement. Au cours du baptême de la promotion, les meilleurs élèves maîtres ont été primés en présence de plusieurs autorités administratives, politiques et des parents et amis de ces élèves maîtres. Herman Yamia nous en parle. Après 2 années de formation, ces élèves maîtres, au nombre de 736, sont aptes à regagner leurs différents lieux d'affectation pour dispenser le savoir aux élèves. Issus de la 8e promotion du CAFOP supérieur de Bondoukou, ils ont été présentés aux populations. C'est désormais une tradition pour notre établissement de célébrer les promotions sortantes d'élèves maîtres à la veille de leur départ vers nos villes et lointaines campagnes, pour relayer et diffuser le savoir, la science et la culture. Au cours de cette cérémonie, qui marque le baptême de la promotion, les 10 meilleurs d'entre eux ont été primés. Le président de la 8e promotion a exprimé sa gratitude à la directrice du CAFOP supérieur de Bondoukou et aux enseignants pour leur dévouement et leur sens de l'encadrement. Notre séjour ici au CAFOP supérieur de Bondoukou s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes. Nous y avons appris des sommes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Nous nous sommes forgés un esprit nouveau, celui de servir la Côte d'Ivoire. Le député de Tanda, Kwanda Younoussou, représentant le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a quant à lui exhorté les élèves maîtres de la 8e promotion à être des enseignants consciencieux et professionnels dans leurs différents lieux d'affectation afin d'honorer leurs encadreurs. Vous êtes des maîtres et vous devez tenir ce rang de maître.
c'est-à-dire des personnes compétentes dans tous les domaines, des modèles pour la société. Servez votre pays comme si vous rendiez un culte à Dieu. Cette cérémonie d'excellence et du mérite doublé du baptême de la 8e promotion du CAFOP a été aussi l'occasion pour les élèves maîtres issus de cette promotion de transmettre le flambeau à leurs cadets de la 9e promotion. Et dans les colonnes de l'actualité nationale, la récente rencontre d'information hebdomadaire du CICG, le Centre d'information de communication gouvernementale dénommé Tout Savoir Sûr, qui a été consacré à la formation supérieure et à la recherche. Le cas de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, a récemment classé 2e classement des meilleures universités d'Afrique francophone selon Top University Rank. Les détails avec Ismaël Evrardéo et Godefroy Kambawa. Moussa Diaby, directeur général de l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, se prête à l'exercice de Tout Savoir Sûr. Un point presse hebdomadaire du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Plusieurs points sont abordés, au nombre desquels les programmes de formation et de recherche au sein de cet établissement. Nous avons 11 écoles. Parmi ces 11 écoles, il y a donc la formation des classes préparatoires, l'école préparatoire, les écoles d'application, une école doctorale dans les sciences agronomiques et les procédés de transformation, et puis une école doctorale dans tout ce qui est sciences et techniques de l'ingénieur. Nous travaillons sur des programmes pédagogiques qui répondent aux besoins de développement économique de notre pays et aux besoins des entreprises. L'activité de recherche se déroule dans 4 unités mixtes de recherche. Les unités mixtes de recherche et d'innovation sont des regroupements de laboratoires. En gros, ce sont nos centres de recherche. Pour intégrer l'une de ces écoles, il faut passer par un concours. Pour faire acte de candidature, être détenteur du bac de l'année en cours et avoir de bonnes moyennes depuis la classe de seconde. Il y a 3 épreuves, une épreuve de culture générale, une épreuve de culture scientifique et la 3e épreuve, c'est une épreuve d'anglais. Il y a un point qui n'est pas souvent connu, c'est les bacs techniques et les bacs professionnels. On recrute également des bacs techniques et des bacs professionnels, le bac E, le bac R. Le 11 août 2024, c'est la date retenue pour les épreuves écrites d'entrée à l'INPHB. Selon Moussa Diaby, près de 1500 places sont à pourvoir. Et loin des parvis de l'INPHB, regardons ensemble cette interrogation. Quelle contribution des communautés africaines au processus d'intégration en Côte d'Ivoire? Ce thème figurait au cœur de la 4e édition des Cafés de l'intégration, édition 2024, concept qui favorise la mise en place de cadres d'échange avec les chefs de communautés africaines afin de mieux les impliquer dans le processus. Carmel Dia nous apprend que des panels, des conférences ont meublé cette journée. Créer un cadre d'échange entre les communautés africaines et les institutions, les sensibiliser sur les bonnes pratiques en matière d'intégration et faire des recommandations. Ce sont là les objectifs clés de cette 4e édition des Cafés de l'intégration. Ce cadre d'échange est à l'initiative du BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Notre objectif est de vous donner des réponses claires à vos préoccupations, mais surtout de créer une interaction entre l'administration ivoirienne et les communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire pour une meilleure efficacité d'action. Vous me permettrez donc de saluer ce travail de proximité que réalise le BIPIA auprès des communautés. Cette approche honore les communautés que nous représentons qui se sentent écoutées. Le ministère de tutelle n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance à l'organisation pour toutes ses actions en faveur du processus d'intégration ici en Côte d'Ivoire. Ce genre de rencontre est à saluer. Les communautés réunies ensemble, c'est un grand pas pour le vivre ensemble. Continuons donc à œuvrer pour une intégration plus forte, plus inclusive. Une autre activité phare de cette 4e édition, une opération de don de sang pilotée par le Centre national de transfusion sanguine. Des panels et des conférences portant sur la libre circulation des citoyens communautaires, les procédures administratives et aussi l'intégration des étudiants africains en Côte d'Ivoire ont meublé ces festivités.
Et un peu de freestyle dans ce journal. Enfant, on a tous rêvé d'avoir un vélo. Afin de parader avec nos amis dans le quartier, un rêve d'enfant qui semble se transmettre de génération en génération. Dans la commune d'Abobo, les jeunes confirment cette évidence. Le vélo est devenu une attraction à travers le BMX Freestyle. L'objectif est simple, réaliser des figures fantaisistes avec son vélo BMX. Mais attention, cela semble plus facile à dire qu'à faire. On peut se faire mal si on n'a pas mis ses protections. Ces riders, adeptes du freestyle BMX, nos reporters Mariam Sangaré, Hussier Blé et Jean-Marc Djadji, les ont rencontrés. Commune d'Abobo, quartier Coco Service. C'est ici que se retrouvent Alassane et ses amis. Ces jeunes cyclistes, amateurs du BMX freestyle, manient avec dextérité leur bicyclette. Ces jeunes constituent une grosse attraction dans le secteur. Un sport qui présente des risques, même si la passion y est. Pour se protéger, ils se parent de casques, protège tibia et autres. Peu de moyens pour exprimer leur art. C'est le sport, on a aimé beaucoup. On a besoin de beaucoup d'aide pour faire développer ce truc en Côte d'Ivoire ici. On a aimé la chose. Donc on prie Dieu pour que ça n'a qu'à avancer. C'est nous tous nos souhaits. Là un jour, on va aller représenter la Côte d'Ivoire dans les Jeux olympiques. C'est nous tous nos souhaits. Tous les dimanches à Abobo, Coco Service, c'est ce spectacle qui est offert aux riverains. Une démonstration de talent que ces jeunes souhaitent promouvoir davantage. Des figures à ne pas réaliser chez vous si surtout vous n'êtes pas préparé à le faire. Dans l'actualité internationale, la vice-présidente américaine démocrate Kamala Harris a déclaré hier lundi disposer du soutien d'un nombre suffisant de délégués démocrates pour être la candidate du parti pour l'élection présidentielle américaine de novembre face au républicain Donald Trump. Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche dernier qu'il ne briguerait pas un second mandat. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.